Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre du module consacré à l'étude de la tragédie moderne d'Antigone du dramaturge français Jean Anouilh, on va vous présenter aujourd'hui une leçon de langue. Le titre est l'énonciation et le support sur lequel on va travailler, c'est le prologue d'Antigone. Notre objectif est de savoir définir convenablement ce qu'on appelle la situation d'énonciation et on va essayer aussi de différencier l'énonciation de manière générale de la double énonciation qui caractérise le théâtre. On va commencer notre leçon d'abord par le texte support tiré du prologue d'Antigone. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Donc, il faut savoir d'abord que tous les textes littéraires ou tous les types de textes correspondent à ce qu'on appelle une situation d'énonciation. Ça veut dire qu'il y a des conditions, il y a des circonstances qui expliquent la production de cet énoncé ou de ce texte. Ces indices-là, ce sont des indices relatifs à l'émetteur, ça veut dire celui qui a produit l'énoncé. Et on pose la question qui parle. On pose aussi la question à qui. Donc c'est le récepteur du texte ou c'est le récepteur de cet énoncé. On pose aussi la question quand, ça veut dire le temps de la production du texte ou de l'énoncé. Et on pose aussi la question où, ça veut dire le lieu de la production de l'énonciation. Et regardez par exemple que donc vous pouvez observer que dans ce texte, on a on a écrit quelques expressions et quelques mots en gras. Donc ces mots-là correspondent aux indices d'énonciation relatifs à cet extrait étudié et tiré du prologue d'Antigone. Voilà. Pour repérer la situation d'énonciation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'énoncé a été produit, il faut pouvoir répondre aux questions. Ça veut dire, pour bien comprendre une situation d'énonciation, pour bien comprendre un énoncé, il faut commencer par le fait de poser par le fait de poser des questions. Donc, on pose des questions générales sur l'énoncé ou sur le texte. Par exemple, qui parle? Ça veut dire l'émetteur, celui qui a produit l'énoncé, celui qui produit le discours écrit ou oral. À qui? Ça veut dire le récepteur, celui qui va recevoir l'énoncé, ou le lieu de la production de l'énonciation. Quand, ça veut dire le temps, et on parle bien sûr ici de deux types de temps. On parle du temps du verbe utilisé, et on parle aussi du temps de manière générale, donc le temps relatif à la production de cette énonciation ou de cet énoncé. Et de quoi? Ça veut dire le thème ou le sujet dont on parle. On parle de quel sujet? Est-ce qu'on décrit une personne? Est-ce qu'on raconte quelques événements? Et ainsi de suite. Donc si on veut appliquer ou si on veut analyser donc la situation d'énonciation du texte support, on va poser la question qui parle. La réponse, ça sera le prologue. Donc le prologue, c'est le personnage qui parle dans ce texte. Et le prologue, comme on a déjà expliqué, c'est un personnage qui ne fait pas partie de l'intrigue, qui ne fait pas partie des personnages de la pièce de théâtre. Donc c'est seulement un personnage qui présente les personnages avec donc les portraits physiques et donc le portrait physique et le portrait moral et aussi les rôles. Donc le rôle de chaque personnage et on le trouve dans la scène d'exposition, ça veut dire la scène de la présentation de la pièce. À qui? Ça veut dire quel est son récepteur. Donc, d'abord, ce sont les spectateurs de la pièce de théâtre. Et de manière générale, ce sont les lecteurs.
tous les lecteurs qui vont lire cette pièce de théâtre ou qui vont regarder cette pièce de théâtre, ce sont donc les récepteurs de ce discours du prologue. Et où, ça veut dire le lieu, si d'abord c'est sur la scène donc, du théâtre. Donc c'est sur la scène du théâtre. Et généralement, c'est la ville de Thèbes, donc c'est le lieu du déroulement des événements. Donc tous les événements de la pièce se déroulent dans un seul lieu, à savoir la ville de Thèbes. Quand le temps, si on veut parler du temps verbal, on a utilisé le présent de narration, par exemple le verbe aller conjugué au présent, le verbe dire, le verbe penser, et ainsi de suite. Et généralement, c'est avant le début du discours et des événements. Donc, si on veut parler du temps de manière générale, donc c'était la scène d'exposition ou la scène de présentation qui a précédé le déroulement des événements, qui a précédé le discours et les événements aussi. De quoi? Ça veut dire de quoi il parle le prologue ou de quoi parle-t-il le prologue dans ce texte? Il présente le personnage d'Antigone, donc la héroïne de la pièce de théâtre. Voilà. Donc, l'énonciation en général. Qu'est-ce que ça veut dire l'énonciation de manière générale? Quand on exprime à l'oral ou à l'écrit, on produit un énoncé. Et pour bien comprendre cet énoncé, il faut connaître les circonstances, ça veut dire les conditions qui expliquent la production de cet énoncé. Il faut connaître les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, c'est-à-dire la situation d'énonciation. Ainsi, il faut se demander, ça veut dire toujours il faut poser ces questions-là au début de l'analyse de chaque énoncé, qui parle, l'émetteur, à qui le récepteur, où le lieu, quand, le temps et de quoi, c'est le thème ou le sujet. Et bien sûr, pour analyser une situation, une situation d'énonciation, on commence par les indices de personne, par la suite les indices spatio-temporels et le temps des verbes. Si on parle des indices de personne, on peut évoquer bien sûr l'émetteur et le récepteur. On doit préciser qui parle dans ce texte ou dans cet énoncé. Par exemple, soit on trouve le pronom personnel je, soit on trouve le pronom personnel nous. Et pour le récepteur, donc soit on trouve le tu, le vous, ou un personnage qui est précis. Ça veut dire qu'il y a un prénom ou qu'il y a un prénom et un nom. Et pour les indices spatio-temporels, on parle bien sûr spatio, on parle de lieu, et temporel, on parle du temps. Donc il y a deux types de lieux dans ce qu'on appelle les indices spatio-temporels. Il y a des lieux qui peuvent se connaître sans recourir à la compréhension ou à la compréhension de la situation d'énonciation. Ce sont des indices qui peuvent se connaître donc, de manière générale sans être attachés beaucoup à la situation d'énonciation. Lorsqu'on dit par exemple Paris, tout le monde sait ce que ça veut dire Paris. Lorsqu'on dit Marrakech, lorsqu'on dit la France, le Maroc, ce sont deux lieux connus pour le monde, donc chez tout le monde. Ça veut dire tout le monde sait ce qu'on appelle Paris, Marrakech, la France, et ainsi de suite. Donc sans recourir à l'analyse ou à une compréhension totale de la situation d'énonciation. Et il y a aussi des indices qui sont ancrés dans la situation d'énonciation. Donc lorsque par exemple l'émetteur dit ici, donc on ne peut pas savoir de quel lieu il parle précisément. Donc on doit bien comprendre, on doit être proche de la situation d'énonciation pour savoir de quel lieu il parle. Lorsqu'il dit par exemple là-bas ou lorsqu'il dit chez moi, on doit savoir donc beaucoup d'informations sur la situation d'énonciation pour bien comprendre ces indices-là. La même chose pour le temps. Lorsqu'on dit le 14 juillet 1940 ou le 20e siècle, le 17e siècle et ainsi de suite, donc ce sont des indices temporels connus, donc chez tout le monde peut savoir et donc a des informations sur ces indices-là, donc ils peuvent se comprendre, ils peuvent se comprendre sans recourir à
la situation d'énonciation étudiée. Et la même chose pour donc les autres indices. Aujourd'hui, maintenant, demain. Donc on doit bien analyser, on doit bien savoir, on doit bien comprendre la situation d'énonciation pour savoir de quel jour il parle. Donc, et ainsi de suite. Pour le temps des verbes. Donc la situation d'énonciation peut se produire soit au passé, soit au présent, soit au futur. S'il se produit au passé, on utilise le passé composé et l'imparfait. Si la situation d'énonciation correspond au présent, on utilise le présent de narration. Et s'il correspond au futur, on utilise le futur. C'est quoi la double énonciation ou l'énonciation au théâtre? Donc au théâtre, la parole d'un personnage dépend de deux destinataires. Le personnage s'adresse à un autre personnage ou à plusieurs autres personnages et dans le même temps, il s'adresse au public. C'est ce qu'on appelle la double énonciation. Donc la double énonciation est une caractéristique primordiale dans les pièces de théâtre. Ça veut dire, en même temps, l'acteur ou le personnage qui parle sur la scène, il a un récepteur, il a un autre personnage avec lequel il parle, et en même temps, son discours est un message adressé au public. Ça veut dire, à travers les répliques ou à travers les paroles du personnage, on peut saisir plusieurs informations sur l'œuvre, sur les événements, sur les personnages et sur l'avenir de la pièce. C'est l'essence de toutes les pièces de théâtre. Ça veut dire on ne peut pas parler d'une pièce de théâtre sans utiliser la double énonciation. Donc c'est une caractéristique propre au théâtre. L'acteur s'adresse à deux entités à la fois. Ça veut dire en même temps, il s'adresse à deux entités, l'interlocuteur et le public, ou bien un personnage caché ou absent. On peut parler ici du monologue. Donc le monologue aussi utilise une double énonciation. Il faut noter que dans le théâtre, il n'y a pas de narrateur pour raconter les faits. Donc c'est une autre caractéristique du théâtre. On n'a pas un narrateur. C'est pas comme dans le roman par exemple. Donc ce sont les personnages qui prennent en charge l'énonciation. À travers quoi? À travers des répliques. Ça veut dire à travers les répliques et toutes les paroles des personnages. Donc le public va savoir plusieurs informations, plusieurs choses sur la pièce. Donc ce sont les personnages qui prennent en charge l'énonciation à travers des répliques. Donc les répliques, ce sont les paroles d'un personnage sur une scène de théâtre. Des tirades, les tirades, ce sont les longues répliques. Un dialogue, donc c'est l'échange qui se fait et c'est la discussion qui se fait entre les personnages sur la scène. Et les stichométies. Les stichométies, ça veut dire les répliques qui sont courtes. On peut par exemple répondre avec oui, avec non, avec pas du tout, avec n'est-ce pas. Donc ce sont des répliques qui sont courtes. Donc ils donnent des informations et ils aident le public à bien savoir donc plusieurs informations sur la pièce de théâtre. Donc pour s'entraîner chez vous, donc, on va vous proposer deux exercices. Le premier exercice, c'est compléter le tableau ci-dessous par les indices d'énonciation utilisés dans le passage suivant. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Il ne lui est d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Donc, vous allez compléter ce tableau à partir de cet extrait-là. Donc, vous allez relever les indices de personne, les indices spatio-temporels et les indices du temps du verbe. Pour le deuxième exercice, donc on va relever dans cette réplique de Créon les éléments qui renvoient à la situation d'énonciation. Et bien sûr, donc un bon entraînement chez vous, bien sûr, peut vous aider à bien saisir et à bien comprendre ce qu'on appelle l'énonciation et ce qu'on appelle aussi la double énonciation. Il vous permet aussi de bien analyser
une session d'énonciation. Donc merci de votre attention et bon courage.